Lors d'une question précédente qui portait en fait sur les achats du F-35, j'avais mentionné que plusieurs pays ne veulent plus du F-35, ce qui est effectivement le cas puisque on voit que la Grande-Bretagne, la Turquie, les Pays-Bas, le Danemark sont en train de reculer ou de sérieusement reconsidérer leurs décisions. On a vu une décision de l'Australie qui, à la base, voulait avoir 100 F-35, a décidé de diminuer le nombre qu'ils allaient commander à 14. J'ai mentionné durant la même question que des sénateurs américains se sont publiquement inquiétés du coût de ces appareils. J'ai mentionné également que les appareils F-35, tels que conçus et tels que présentés et testés surtout, ne répondent pas aux spécificités du territoire canadien et en particulier dans le Grand Nord et dans l'Arctique. Et j'ai spécifié aussi dans la question que le ministre associé de la Défense nationale, à qui je posais la question, avait déjà évoqué un plan B et nous voulions savoir quel était ce plan B. Et la réponse du ministre a été, si ça n'a pas été surprenant, ça a été encore une fois décevant, c'est le fait que, il me demandait quelles sources d'informations saugrenues je consultais. Je pense que la plupart de ces informations sont disponibles publiquement. On peut chercher à travers Google, on peut chercher à travers la bibliothèque du Parlement. Ça ne prendrait pas beaucoup d'efforts pour vraiment savoir d'où vient cette information, mais je vais profiter du temps que j'ai présentement pour faire un résumé des problèmes que représente présentement le fiasco de l'achat des F-35. Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Malgré ce que le gouvernement mentionne encore et encore, il n'y a pas eu d'appel d'offres et il y avait un processus qui était prévu d'appel d'offres. On sait qu'il existe des notes internes qui ont été obtenues grâce à l'accès à l'information. Entre 2001 et 2006, l'intention était d'aller vers un appel d'offres pour les appareils qui remplaceraient nos appareils désuets. Il n'y a pas eu d'appel d'offres et il n'y a pas eu d'appel d'offres à partir de 2006, il n'y en était plus question. Et par coïncidence, 2006 était le moment où ce gouvernement est arrivé au pouvoir. Un autre élément important dans le fiasco, c'est la question du prix. Le gouvernement avance encore et encore que le prix d'achat pour les 65 appareils sera d'environ 4 milliards 875 millions. On parle de 75 millions par appareil pour 65 appareils. Cependant, quand on regarde d'autres sources d'information qui sont, j'oserais dire, même plus crédibles que ce que le gouvernement avance, la Government Accountability Office, le GAO des États-Unis, qui estime le coût des appareils à plutôt aux alentours de entre 115 et 156 millions, pour un total du double, qui serait près de 10 milliards. Le directeur parlementaire du budget a également fait une étude qui corrobore ce que le GAO a dit auparavant. Si on y ajoute également les coûts d'entretien qui sont proposés, le gouvernement parle de 5,7 milliards sur une période de 20 ans, mais le GAO aux États-Unis, organisme indépendant, impartial et neutre, parle plutôt de 3 fois le prix, environ 18,7 milliards en coûts d'entretien sur 20 ans. Donc, au lieu du 10 milliards sur 20 ans que le gouvernement nous propose, on parle plutôt d'une dépense qui pourrait atteindre 30 milliards sur une période de 20 ans. Donc, la raison pour laquelle nous posons la question encore et encore et encore au ministre associé de la Défense nationale, c'est qu'on n'obtient pas de réponse. Les réponses que le gouvernement nous fournit ne sont pas crédibles, ne sont pas confirmées par les faits, et ne sont pas confirmées non plus par des études extérieures provenant d'organismes impartiaux qui sont chargés de faire respecter ou de donner l'information sur le processus budgétaire, soit américain ou soit canadien. Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais que la personne qui me répondra ce soir puisse me donner plus d'informations et celles qu'on recherche depuis des mois dans cette Chambre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire, le ministre de la Défense nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et c'est vraiment un plaisir. Je remercie mon honorable collègue de Rimouski, Nejet, Témiscouata et Basque pour son intérêt pour cette question très importante de l'avion d'attaque interarmée F-35. Important pour le Canada et pour plusieurs autres pays, dont nos alliés les plus proches, qui en dépendront pendant des décennies à venir pour assurer leur sécurité. Et on parle surtout, Monsieur le Président, de la sécurité du Canada et aussi de la sécurité de notre personnel, de nos pilotes, de nos hommes et femmes en uniforme qui ont toujours exigé que leur gouvernement fournisse le meilleur équipement pour qu'ils puissent remplir leur mission avec succès et revenir à la maison sains et saufs. Et c'est ça, Monsieur le Président, c'est la capacité de cet avion très moderne qui donnerait
les meilleures chances, les meilleures possibilités à nos pilotes d'aujourd'hui, à partir de 2016, et à l'avenir, de revenir chez eux après avoir rempli des missions potentiellement très difficiles. Mais je ne peux pas parler, même nommer le comté de mon honorable collègue sans penser à des retombées très importantes, des bénéfices très importants pour le Canada et pour sa belle province natale, le Québec. Le foyer, le berceau, si vous voulez, de l'industrie aérospatiale canadienne, qui bénéficie déjà très amplement de ce programme, de ce projet international, à la fine pointe de la technologie, où les compagnies à Montréal, mais également à Winnipeg, également dans l'Est canadien, dans l'Ouest canadien, dans 6 provinces canadiennes, bénéficient. Et on parle déjà de plus que 300 millions de contrats fermes dégagés par plus que 60 compagnies canadiennes, d'un côté de la Canada jusqu'à l'autre. Il n'y en a pas dans l'Arctique, dans les territoires, nos 3 territoires à ma connaissance. Mais on participe à ce programme. On en récolte les bénéfices en termes de sécurité, mais on est en train de développer et d'approfondir les capacités de notre industrie aérospatiale, qui représente 80 000 emplois au Canada. Donc, parlons de la sécurité, parlons des emplois, mais parlons aussi, Monsieur le Président, des combats à venir. Et on aimerait les éviter, mais on a besoin d'un équipement qui amènera de bien notre intérêt national dans les Libyes de l'avenir. We need a fighter jet, as we have always had for Canadian pilots, for the Royal Canadian Air Force, that can deploy, fight, win, and come back. And the F-35 is flying, over 20 in the air, over 35 in production this year. It's an international project, 9 countries still on board. Some of them, and my colleagues opposite never mentioned this, in recent months have reaffirmed and indeed enlarged their commitment to the F-35, including Japan, and at least 2 successive Secretaries of Defense of the United States have said that this aircraft will form the backbone of U.S. air combat capability for decades to come. Secretary Panetta most recently in Halifax, in a Canadian forum, and they have reconfirmed that 2,443, let me get my numbers right, remains the number that the U.S. will be buying. Not in exactly the same years that they had originally hoped, over a slightly longer period, but still to form an absolute core capability for the United States, one that will suit Canada very, very well as well. Alors, l'honorable député de Rimouski-Nejet-Témiscouata-Lebasque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, j'aimerais remercier mon collègue Jacques Pickering pour sa réponse et j'ai entendu ce qu'il a à dire. Il y a 2 éléments que j'aimerais souligner durant la minute qu'il me reste. Le premier, c'est que si on parle de retombées économiques, j'aimerais qu'il puisse peut-être mentionner également à son ministre associé de la Défense nationale qui parle bien régulièrement d'un potentiel de 12 milliards en retombées économiques, que même le Pentagone suggère qu'au Canada, il y aura probablement au maximum à plus de 3 milliards de dollars. Alors, les chiffres sont assez différents de ce que les États-Unis donnent. Lorsque je mentionne que c'est un fiasco, c'est aussi au niveau du manque d'appel d'offres. Si on parle d'avoir le meilleur avion, il faut également avoir un bon rapport qualité-prix. Le coût de construction augmente, les coûts d'achat des appareils augmentent et ça ne ressemble en rien à ce que le gouvernement suggère. Et j'aimerais spécifier pour terminer enfin une citation d'un excellent article de l'actualité du mois de janvier en ce qui a trait au processus de décision. Le processus de décision du Canada manque de sérieux, estime le directeur du groupe de recherche sur l'industrie militaire et la sécurité. Le gouvernement avait certainement un préjugé favorable pour les F-35 parce que le Canada fait partie du programme depuis 1997, mais ce n'est pas une raison pour laisser les militaires choisir leur équipement favori. Alors, j'aimerais poser la question, avec tout le respect que j'ai pour les militaires, il reste que c'est le gouvernement qui prend la décision et non pas la hiérarchie militaire. Alors, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que le gouvernement se laisse imposer cette décision par les gens de la Défense nationale. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Rien n'a été imposé. Et l'honorable membre comprend très bien qu'il y a eu un processus de sélection de cet avion sous le gouvernement précédent des libéraux. Et ce processus de sélection a été validé par notre gouvernement, par d'autres gouvernements,
8-9 gouvernements qui participent au projet maintenant ont validé le processus de sélection et on vient d'entendre aussi aujourd'hui en comité par le colonel à la retraite McDonald de l'association de la conférence des associations de la défense du Canada qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas. Et le vrai fiasco, Monsieur le Président, c'est que le NPD et les Michael Byers et autres qui publient des rapports disant que le F-35 ne soit pas le bon modèle, ont, eux, un vrai plan B. Et leur plan B, c'est de couper le budget militaire du Canada et de réduire nos capacités jusqu'au point qu'on n'aura pas l'équipement ni le personnel requis pour remplir des missions de l'avenir. Monsieur l'Est du rideau, sous l'égide duquel Byers a publié son rapport, l'a dit clairement aujourd'hui. Il n'aimerait voir que 15 milliards de dollars. Alors,